Le champagne pétillait dans les flûtes de cristal, mais pour Amélie, il avait le goût amer de la cendre. Debout près d'une colonne drapée de satin blanc, elle observait le tourbillon de la réception de mariage de sa sœur Clara. Chaque éclat de rire, chaque flash d'appareil photo semblait souligner sa propre invisibilité. Sa robe, d'un bleu nuit simple mais choisie avec soin, se sentait désespérément sobre au milieu des dentelles et des paillettes que sa mère, Hélène Dubois, avait manifestement encouragées chez les invités. Le luxe criard de la salle de réception, louée à grands frais dans un château de la région, contrastait violemment avec le sentiment de gêne qui nouait l'estomac d'Amélie. Elle aperçut sa mère, rayonnante et fausse dans sa robe griffée couleur lavande, glissant d'un groupe à l'autre, récoltant les compliments comme un général ses médailles. Leurs regards se croisèrent un instant. Aucun sourire maternel, juste ce rapide coup d'œil évaluateur qu'Amélie connaissait trop bien, celui qui la cataloguait, encore et toujours, comme l'éternelle déception. La petite pauvre, comme Hélène aimait le susurrer, juste assez fort pour être entendue, lors des réunions de famille. Pauvre, non pas par manque d'argent même si personne ne semblait s'en soucier mais par manque d'ambition aux yeux de sa mère. L'ambition, pour Hélène, se mesurait en carats, en mètres carrés et en alliances stratégiques. Clara, sa sœur, resplendissante dans sa robe meringue, semblait flotter. Elle riait, peut-être un peu trop fort, au bras de son nouveau mari, un homme dont l'aisance financière était le principal titre de gloire aux yeux d'Hélène. Amélie aimait sa sœur, vraiment, mais un fossé s'était creusé entre elles, alimenté par les comparaisons incessantes de leur mère. Clara avait suivi le chemin tracé, Amélie s'en était écartée, cherchant quelque chose que sa famille ne pouvait, ou ne voulait pas, comprendre. Son père, lui, se tenait près du bar, un verre à la main, l'air vaguement perdu. Il avait toujours été l'ombre discrète de sa femme, un homme doux écrasé par une personnalité flamboyante. Amélie sentit une pointe de tristesse pour lui, mêlée à une vieille rancœur. Pourquoi n'avait-il jamais osé la défendre? Soudain, le tintement d'une cuillère contre un verre attira l'attention. Hélène se tenait près de la table d'honneur, un micro à la main, prête pour son discours. Le cœur d'Amélie se serra. Elle connaissait ce sourire mielleux, cette lueur prédatrice dans ses yeux. Quelque chose allait arriver. Mes chers amis, ma chère famille. Commença Hélène d'une voix pleine d'une émotion feinte. Elle parla de Clara, de son bonheur, de la fierté qu'elle ressentait. Puis, son regard balaya l'assemblée et s'arrêta, lourd de sens, sur Amélie. Quelle joie de voir ma fille aînée si bien mariée, si épanouie. Sa voix monta d'un cran, faussement badine. On espère tout ça pour nos enfants, n'est-ce pas? Bon. Elle marqua une pause théâtrale, accompagnée d'un petit rire condescendant. Pour certaines, il faudra sans doute être plus patiente. Ou moins exigeante. Elle désigna Amélie d'un geste vague de la main. Notre Amélie, par exemple. Toujours si, simple. Si discrète. Avec ses petits projets. Disons qu'elle a d'autres priorités que de nous trouver un gendre. Le rire se fit plus franc, plus cruel. Enfin, il faut de tout pour faire une famille. La petite pauvre de la famille ne se mariera jamais, mais elle est gentille. Le silence tomba, lourd, gêné. Quelques rires forcés éclatèrent, vite étouffés. Des regards pleins de pitié convergèrent vers Amélie. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, une vague de chaleur et d'humiliation pure. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Devant tout le monde. Au mariage de sa sœur. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais une colère froide, profonde, monta en elle, chassant la douleur. Assez. C'en était assez. Elle vit un homme, près de la porte, la regarder fixement. Un visage vaguement familier, peut-être un ancien camarade d'université du marié? Il n'avait pas l'air amusé, plutôt, intrigué. Concentré. Ce regard lui donna une impulsion inattendue. D'un pas calme, presque trop calme, Amélie s'avança. Elle n'avait pas besoin de micro. Sa voix, habituellement douce, porta dans le silence soudain tendu, claire et étonnamment ferme. Pauvre, maman? Tous les regards se tournèrent vers elle. Hélène sembla surprise par cette interruption, puis un sourire narquois étira ses lèvres. Elle s'attendait sans doute à des pleurs, des excuses. Elle n'allait pas les avoir.
Peut-être, continua Amélie, son calme désarçonnant sa mère plus sûrement que des cris, parce que j'ai choisi d'investir discrètement toutes mes économies depuis 5 ans, non pas dans des robes hors de prix ou des dîners mondains. Elle marqua une pause, laissant ses mots infuser l'atmosphère électrique. Mais dans le projet qui vient de remporter le Grand Prix de l'innovation sociale hier soir. Ce projet dont tu te moquais sans cesse, tu te souviens? Celui qui, selon toi, ne mènerait absolument nulle part. Un murmure parcourut la salle. Le Grand Prix de l'innovation sociale? C'était prestigieux. Certains invités échangèrent des regards surpris. Amélie posa son regard sur son père, qui avait pâli visiblement. Ou peut-être, maman, faisais-tu référence à l'hypothèque de cette maison, celle dont tu aimes tant vanter le standing? Celle que j'ai aidé papa à payer en secret le mois dernier, quand la banque menaçait de saisir? Le silence qui suivit fut absolu. Assourdissant. Chaque visage dans la salle était figé, stupéfait. La mâchoire d'Hélène semblait s'être décrochée, son teint passant du lavande au grisâtre. Clara avait la bouche ouverte, les yeux écarquillés, fixant sa sœur comme si elle la voyait pour la première fois. Le père d'Amélie baissa la tête, incapable de soutenir le regard de quiconque. Amélie resta là, droite, le cœur battant la chamade mais la tête haute. Le venin avait été recraché. La bombe venait d'exploser. Et dans les décombres fumants de cette réception de mariage, une nouvelle partie commençait. La sienne. Le silence assourdissant qui avait suivi la double révélation d'Amélie vola en éclats. Ce fut d'abord un murmure collectif, un bruissement de soie et de chuchotements stupéfaits. Le Grand Prix? Vraiment? L'hypothèque? Hélène ne nous avait jamais dit. Les visages affichaient un mélange de curiosité malsaine et de choc sincère. La façade dorée de la famille Dubois venait de se fissurer publiquement, laissant entrevoir des vérités bien moins reluisantes. Hélène Dubois, le visage congestionné, tenta de reprendre contenance. Mais c'est ridicule. Elle invente. Pour se rendre intéressante. Ma fille, toujours dans son monde. Vous savez bien comment elle est. Sa voix monta dans les aigus, frôlant l'hystérie, mais ses paroles sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Le démenti manquait de conviction face au calme presque glacial d'Amélie et à la pâleur coupable de son mari. Amélie ne resta pas pour assister à l'implosion. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Rester serait s'abaisser à leur jeu, à leur dénégation pathétique. D'un mouvement lent et délibéré, elle fit demi-tour. En passant près de la table d'honneur, son regard croisa celui de Clara. Sa sœur avait les larmes aux yeux, un air perdu, déchiré entre la loyauté familiale inculquée depuis l'enfance et la révélation brutale qui ébranlait toutes ses certitudes. Aucun mot ne fut échangé, mais dans ce regard flottait une question muette, un début de compréhension peut-être. Où était ce juste de la pitié? Amélie ne pouvait le dire. Alors qu'elle traversait la grande salle sous les regards obliques, une image fugace lui traversa l'esprit. Elle se revit, 3 ans plus tôt, dans sa petite chambre d'étudiante reconvertie en atelier. Penchée sur des plans complexes, entourée de livres et de composants électroniques, tard dans la nuit. Sa mère était entrée sans frapper, un pli de dédain au coin des lèvres. Encore avec tes bidules, Amélie? Tu perds ton temps. Regarde Clara, elle rencontre des gens, elle sort, elle se prépare un vrai avenir. Personne ne t'épousera si tu restes le nez fourré dans tes schémas incompréhensibles. Concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, pour Hélène, avait toujours été un mari fortuné. Amélie avait ravalé sa répartie, serrant les dents, et s'était replongée dans son travail avec une détermination redoublée. Ce projet, c'était son essentiel. Elle poussa les lourdes portes du château et l'air frais de la nuit lui fouetta le visage, dissipant un peu le brouillard de tension. Les jardins étaient illuminés par des guirlandes discrètes. Le son étouffé de la musique et des rires forcés lui parvenait encore. Elle se dirigea vers le parking désert, ses talons claquant doucement sur le gravier. Une autre image affleura, plus douloureuse. Son père, assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains, quelques mois auparavant. Les lettres de la banque étalées devant lui. Sa voix brisée par la honte. Je ne sais pas comment on va faire, Amélie. Ta mère, elle ne doit pas savoir. Elle ne comprendrait pas,
Amélie s'était assise en face de lui, avait posé sa main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, papa. J'ai mis de l'argent de côté. Avec mon travail, et les premières retombées de « enfin », peu importe. On va trouver une solution. Personne n'a besoin de savoir. » Ce secret partagé, ce fardeau silencieux, avait été à la fois un lien et une chaîne. Mademoiselle Dubois? La voix la fit sursauter. C'était l'homme qu'il avait observé à l'intérieur. Grand, des cheveux châtains un peu en désordre, un regard direct et intelligent. Il portait un costume bien coupé mais sans ostentation. Il s'approcha, les mains dans les poches, l'air nullement compatissant, plutôt respectueux. Léo Mercier, se présenta-t-il avec un léger sourire. Un ami de Thomas, le marié. Je tenais juste à vous dire, ce que vous avez fait là-dedans, c'était incroyablement courageux. Et nécessaire, j'ai l'impression. Amélie fut surprise par sa franchise. Merci. Je crois. Le Grand Prix de l'innovation sociale, continua Léo, son sourire s'élargissant un peu. Félicitations. J'ai suivi ce concours d'assez près. Votre projet sur l'accessibilité numérique pour les personnes isolées, c'est remarquable. Vraiment. Il connaissait son projet? Amélie sentit une bouffée de chaleur, bien différente de celle de l'humiliation. C'était de la reconnaissance. Pure et simple. Vous vous y intéressez? Disons que l'innovation qui a du sens m'intéresse plus que les mondanités, répondit-il avec une lueur amusée dans les yeux, jetant un regard vers le château d'où s'échappait maintenant le son un peu trop fort d'une valse. Écoutez, je ne veux pas vous importuner. Mais si jamais, pour votre projet, ou juste pour parler. Il sortit une carte de sa poche. Simple, élégante. N'hésitez pas. Vraiment. Amélie prit la carte, leurs doigts s'effleurant brièvement. Merci, monsieur Mercier. Léo, s'il vous plaît. Il lui adressa un dernier signe de tête et s'éloigna tranquillement vers sa propre voiture. Restée seule dans la fraîcheur de la nuit, Amélie serra la petite carte rectangulaire dans sa main. Elle monta dans sa vieille voiture, le seul luxe, visible, qu'elle s'était permis après des années d'économie drastique. Le moteur tout sauta avant de démarrer. En s'éloignant du château illuminé, elle sentit enfin la pression retomber. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Une larme roula sur sa joue, puis une autre. Pas des larmes d'humiliation, cette fois. Des larmes de soulagement, de tension relâchée, de tristesse aussi face au gâchis familial. Elle avait gagné une bataille ce soir. Mais elle savait, avec une certitude glaçante, que la guerre ne faisait que commencer. Dans le château, elle imaginait sans peine sa mère, Hélène, le masque de la bienséance enfin tombé, le visage déformé par une fureur froide. Elle la voyait déjà murmurer à l'oreille de Clara, ou peut-être pianoter rageusement sur son téléphone, cherchant des alliés, préparant sa contre-attaque. Hélène Dubois ne pardonnait jamais une humiliation publique. Amélie avait jeté un pavé dans la mare, elle devait maintenant se préparer à l'onde de choc. Et à la vengeance de sa mère. La route devant elle était sombre, mais pour la première fois depuis longtemps, Amélie sentait qu'elle tenait fermement le volant de sa propre vie. Les jours qui suivirent le mariage furent étranges pour Amélie, un mélange de calme retrouvé dans son petit appartement-atelier et de répliques sismiques de l'explosion qu'elle avait provoquée. Le téléphone sonna plus que d'habitude. D'abord, un journaliste d'un blog influent spécialisé dans l'innovation sociale, puis une radio locale. La nouvelle du Grand Prix, éclipsée initialement par le drame familial lors de la réception, commençait à faire son chemin. « Connectage, c'est bien ça ?» demanda la journaliste au téléphone, sa voix pleine d'un intérêt sincère qui réchauffa le cœur d'Amélie. Une plateforme pour briser l'isolement numérique des seniors en les mettant en relation avec des bénévoles locaux pour une assistance personnalisée? C'est formidable. Pourriez-vous nous en dire plus sur la genèse du projet? Amélie, assise au milieu de ses prototypes et de ses tableaux blancs couverts de notes, expliqua avec une passion contenue la naissance de « Connectage ». L'idée lui était venue en observant la solitude de sa propre grand-mère après le décès de son mari, sa difficulté à utiliser les outils modernes pour garder le contact ou gérer le quotidien. Ce projet, c'était sa réponse, sa façon de transformer une frustration personnelle en solution collective. Elle parla des nuits blanches,
des doutes, des petits succès qu'il avait portés, mais elle omit soigneusement le manque de soutien familial, les moqueries maternelles. Ce n'était pas le lieu. L'article qui parut le lendemain était élogieux, mettant en lumière l'impact concret de l'application, déjà plusieurs centaines de seniors reconnectés à leur communauté, des témoignages émouvants d'utilisateurs reconnaissants. Une vague de fierté submergea Amélie, pure et intense. C'était ça, sa richesse. Mais la reconnaissance extérieure ne pouvait masquer les tensions familiales. Ce fut Clara qui appela la première, sa voix hésitante au bout du fil. « Amélie ? C'est moi. » Silence. « Écoute, ce qui s'est passé au mariage. Maman elle est dans un état second. Elle ne parle que de ça. Mais... » Nouvelle pause. « Ce que tu as dit, sur ton projet, le Grand Prix, et sur papa et l'hypothèque. C'est vrai, tout ça. » Amélie respira profondément. « Oui, Clara. C'est vrai. Chaque mot. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Surtout pour papa. J'aurais pu aider, peut-être. » Il y avait de la confusion dans sa voix, une pointe de reproche, mais aussi une nuance de culpabilité. Papa ne voulait pas que maman sache. Il avait trop honte. Et pour le projet? Amélie hésita. Disons que je n'avais pas besoin d'entendre une fois de plus que je perdais mon temps. J'ai préféré avancer seule. Maman dit que tu as fait ça pour l'humilier. J'ai fait ça pour me défendre, Clara. Elle m'a attaqué devant tout le monde. Je n'allais pas rester là et encaisser, pas cette fois. Le silence s'installa de nouveau, lourd. Je ne sais plus quoi penser, Amélie. Tout est si compliqué. Clara raccrocha peu après, laissant Amélie avec un sentiment de tristesse. Sa sœur était prise au piège, comme toujours. La conversation avec son père fut encore plus difficile. Il l'appela un soir, sa voix basse et chargée de remords. « Amélie, ma chérie. Je suis tellement désolée. Pour tout. Pour le mariage, pour mon silence. Tu as été si courageuse. Si généreuse. » Il semblait au bord des larmes. « Mais Hélène, elle est intraitable. Elle crie que tu as sali notre nom, que tu as tout gâché. Elle me rend la vie impossible. »« Ce n'est pas de ta faute, papa, » dit Amélie, fatiguée soudain. « Mais tu ne peux pas la laisser continuer à dicter sa loi et à mépriser tout ce qui ne correspond pas à ses standards. Pour elle, et pour toi aussi. Je sais, tu as raison, mais c'est si difficile. » La conversation s'acheva sur cette note d'impuissance, laissant Amélie avec un goût amer. Au milieu de ce tumulte émotionnel, un message inattendu apparut sur son téléphone. Léo Mercier. « Bonjour Amélie. J'espère que vous allez bien après tout ça. » L'article sur « Connectage » était excellent. J'avoue être encore plus intriguée. Seriez-vous d'accord pour prendre un café et m'en parler un peu plus? À titre purement professionnel, ou presque, émoticône, clin d'œil. Léo. Amélie sourit. La légèreté du message, le clin d'œil, contrastait agréablement avec la lourdeur ambiante. Elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un petit café tranquille, loin du centre-ville. L'aisance fut immédiate. Léo n'était pas seulement poli, il était genuinement intéressé. Il posait des questions pertinentes sur les défis techniques, le modèle économique, l'impact social. Il partagea aussi ses propres expériences dans le secteur de l'innovation, mais avec une humilité rafraîchissante. Ils découvrirent des points communs, un certain idéalisme pragmatique, un agacement partagé face à la superficialité, un amour pour les randonnées en forêt. Le temps fila. Quand ils se quittèrent, Amélie se sentit plus légère, comme si une fenêtre venait de s'ouvrir dans une pièce confinée. Cette bouffée d'air frais fut cependant de courte durée. Le lendemain matin, en consultant les statistiques de son site web, elle remarqua une série de commentaires inhabituellement virulents sous l'article de blog qui présentait « Connectage ». Anonymes, bien sûr. Ils attaquaient la fiabilité de l'application, insinuaient des failles de sécurité inexistantes, et pire, faisaient référence à des détails techniques très spécifiques discutés uniquement lors de réunions de développement restreintes, ou lors de conversations familiales où elle avait tenté, naïvement, de partager ses avancées.
Un commentaire particulièrement odieux mentionnait même, encore une idée fumeuse de quelqu'un qui ferait mieux de chercher un mari au lieu de jouer les sauveuses du monde. Le sang d'Amélie se glaça. La formulation. La teneur des critiques techniques, trop précise pour être inventée par un simple détracteur. Cela portait la signature de sa mère. Hélène avait commencé sa guerre souterraine. Elle ne se contenterait pas de bouder dans son coin, elle cherchait activement à détruire ce qu'Amélie avait mis tant d'années à construire. La peur, froide et familière, tenta de s'insinuer, mais elle fut rapidement remplacée par une détermination nouvelle. Elle avait survécu à l'humiliation publique. Elle survivrait à ses manigances. Mais elle comprenait maintenant qu'elle ne pouvait plus se permettre d'être seule. En regardant la carte de Léo, posée sur son bureau, elle sentit qu'elle aurait besoin d'alliés. La vraie bataille commençait maintenant. La découverte des commentaires malveillants laissa Amélie avec un goût de cendre dans la bouche, mais pas de désespoir. Une froide colère, oui, et une étrange forme de clarté. Sa mère ne reculerait devant rien. Très bien. Elle non plus. Plutôt que de se laisser submerger, elle commença méthodiquement à documenter les attaques, à tracer les possibles fuites d'informations. La formulation, les détails techniques, tout pointait vers une source interne, une connaissance intime de ses travaux et de ses conversations passées. La signature d'Hélène était invisible, mais omniprésente. Son premier réflexe fut d'appeler Léo. Non pas pour se plaindre, mais pour partager, pour tester ses propres intuitions. Elle lui expliqua la situation, simplement, sans dramatiser. Il l'écouta attentivement, son silence à l'autre bout du fil n'étant pas vide, mais chargé d'une concentration palpable. « C'est ignoble, Amélie, » dit-il enfin, sa voix calme mais ferme. Et malheureusement, ce genre de harcèlement ciblé n'est pas rare quand quelqu'un commence à réussir et à déranger un certain ordre établi. Il ne faut surtout pas laisser passer ça. J'ai un contact, une avocate spécialisée dans la diffamation en ligne et la protection de la réputation numérique. Si tu veux, je peux te mettre en relation? Sans engagement, juste pour avoir un avis. L'offre était directe, pratique. Amélie sentit une vague de gratitude. Oui, Léo. Merci. Ce serait vraiment utile. Savoir qu'elle n'était pas seule face à cette malveillance lui donna une force nouvelle. Leur conversation dériva ensuite, trouvant un réconfort inattendu dans l'échange sur des sujets plus légers, consolidant ce lien naissant fait de respect et d'une évidente affinité. Le soutien arriva aussi d'une source plus ancienne. Un email de Madame Leroy, sa professeure d'informatique à l'université, une femme brillante et exigeante qui avait été l'une des premières à croire en ses capacités. Chère Amélie, quelle fierté de lire cet article sur votre succès. Je me souviens de votre projet de fin d'études, déjà si prometteur. Ne laissez personne vous décourager. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas, ce message simple, sincère, fut comme un baume. Au même moment, le témoignage vidéo d'un octogénaire expliquant, les larmes aux yeux, comment Connectage lui avait permis de renouer avec ses petits-enfants exilés à l'étranger, commença à circuler sur les réseaux sociaux locaux, offrant un contrepoint puissant aux critiques anonymes. Le combat serait rude, mais elle avait des alliés. Hélène, cependant, passa à la vitesse supérieure. Les commentaires en ligne n'étaient qu'un échauffement. Amélie était en négociation avancée avec un fonds d'investissement solidaire pour financer l'expansion nationale de Connectage. C'était l'étape cruciale pour pérenniser son projet. Soudain, le ton de son interlocuteur principal changea. Monsieur Durand, d'abord enthousiaste, devint distant, évasif. Lors d'un appel tendu, il finit par lâcher, mal à l'aise, « Écoutez, mademoiselle Dubois, nous avons reçu, disons, des informations préoccupantes. Des échos sur une certaine instabilité personnelle, des tensions familiales qui pourraient nuire à votre concentration, et même quelques doutes sur la fiabilité à long terme de votre structure. » Amélie comprit immédiatement. Ces informations, monsieur Durand, d'où proviennent-elles exactement? D'une source anonyme, je parie? Ou peut-être d'une femme très bien mise, très convaincante, qui se présente comme une mère inquiète? Le silence gêné de monsieur Durand fut une réponse suffisante. Hélène avait frappé fort, utilisant son réseau et son apparence respectable pour distiller le poison du doute là où ça ferait le plus mal. Le téléphone sonna de nouveau. Clara.
Sa voix était un murmure paniqué. Amélie. Maman, elle est folle de rage. Elle m'a demandé, elle voulait que je lui donne les codes d'accès de ton ancien ordinateur portable qui est resté à la maison. Elle dit qu'elle veut prouver tes mensonges. J'ai refusé, mais elle me met une pression terrible. Elle dit que tu nous détruis tous. Je ne sais pas quoi faire. Ne fais rien, Clara, répondit Amélie, son cœur serré pour sa sœur, prise en étau. Ne te mêle pas de ça. C'est ma bataille, pas la tienne. Reste en dehors, protège-toi. Mais elle savait que sa mère ne lâcherait pas Clara si facilement. Accablée, Amélie se laissa tomber sur sa chaise. La fatigue menaçait de l'emporter. Un souvenir lui revint, vif et douloureux. 5 ans plus tôt. Une offre d'emploi incroyable dans une start-up à Berlin. L'opportunité de sa vie. Elle avait préparé ses valises, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Et puis, un appel de son père. Voix blanche. Un investissement qui avait mal tourné, encore une conséquence des dépenses excessives d'Hélène, Amélie le comprendrait plus tard, une nouvelle menace financière sérieuse. Il la suppliait de ne rien dire à sa mère. Elle avait défait ses valises. Elle avait pris un poste alimentaire, moins prestigieux, mais qui lui permettait de rester près de son père et de l'aider discrètement, tout en développant Connectage sur son temps libre. Ce sacrifice, personne ne le connaissait. Surtout pas Hélène, qui n'avait vu dans ce refus de saisir sa chance qu'une preuve de plus de son manque d'ambition. Le lendemain, l'email redouté arriva. Monsieur Durand, du fonds d'investissement. Suite à notre conversation et aux éléments portés à notre connaissance, nous sommes au regret de suspendre notre décision d'investissement pour le moment. Réévaluerons dans quelques mois. La langue de bois habituelle. C'était un coup dur. Très dur. Sans ce financement, l'avenir de Connectage était compromis. Le sabotage de sa mère n'était plus une nuisance, c'était une menace existentielle. Amélie fixa le plan d'expansion accroché au mur, les villes ciblées, les emplois qu'elle espérait créer. Non. Elle ne laisserait pas Hélène détruire tout ça. La confrontation n'était plus évitable. Elle était devenue vitale. L'occasion se présenta sous la forme d'une soirée de réseautage pour les entrepreneurs sociaux de la région, un événement où Amélie devait brièvement présenter Connectage suite à son Grand Prix. C'était une chance de rétablir la confiance après le retrait de l'investisseur, de nouer de nouveaux contacts vitaux. Elle se sentait tendue mais déterminée. Léo était là, venu en simple auditeur intéressé, mais sa présence discrète dans la salle était un roc silencieux pour Amélie. Elle remarqua aussi, le cœur serré, la présence de son père et de Clara, près du fond, l'air mal à l'aise. Puis elle la vit. Sa mère, Hélène, impeccable dans un tailleur coûteux, un sourire glacial aux lèvres, discutant avec une aisance feinte avec d'autres invités. Elle n'avait pas été invitée. Sa présence était une déclaration de guerre. Amélie fit sa présentation. Elle parla avec clarté et passion de Connectage, des vies changées, des défis, de sa vision pour l'avenir. Elle sentait les regards bienveillants, l'intérêt suscité. L'espoir renaissait. Puis vint la session de questions-réponses. Une main se leva, impérieuse. Hélène. Amélie, ma chérie, commença Hélène d'une voix forte, faussement douceâtre, captant l'attention de toute la salle. C'est admirable, tout ça. Vraiment. Mais ne penses-tu pas que cette obsession pour ton projet te coupe un peu des réalités? De tes devoirs familiaux, par exemple? Elle se tourna vers l'auditoire. Ma fille est passionnée, vous savez. Parfois un peu trop. Au point d'en oublier les siens, de s'inventer des succès pour masquer peut-être certaines difficultés personnelles? Une certaine instabilité? Le venin était distillé, public, précis. Amélie sentit le sang quitter son visage, puis y revenir en une vague brûlante. Les murmures reprirent. Le doute s'insinuait de nouveau. C'était maintenant ou jamais. Maman, répondit Amélie, sa voix tremblant à peine alors qu'elle reprenait le micro. Je suis heureuse que tu t'intéresses enfin à mon travail. Parlons-en, justement. Parlons de ces difficultés personnelles et de cette instabilité que tu évoques avec tant d'inquiétude maternelle.
Elle se tourna vers l'écran derrière elle, où s'affichait encore le logo de « Connectage ». D'une manipulation rapide sur son ordinateur portable discrètement posé sur le pupitre, elle projeta un email. Anonymisé, mais dont l'origine serait claire pour certains. C'était l'email de Monsieur Durand, le responsable du fonds d'investissement, résumant les préoccupations soulevées par une source proche de la famille. Il semblerait, maman, que ton inquiétude t'ait poussé à contacter personnellement Monsieur Durand, continua Amélie, sa voix gagnant en assurance. Pour lui faire part de tes doutes sur ma stabilité, n'est-ce pas? En utilisant des informations déformées sur ma vie privée, sur des tensions que tu as toi-même créées? Était-ce vraiment de l'inquiétude, ou une tentative délibérée de saboter le financement vital de ce projet? Hélène blêmit. Comment oses-tu? Je ne voulais que ton bien. Te protéger. Me protéger? Le rire d'Amélie fut court et sans joie. Ou te protéger toi? De quoi as-tu si peur, maman? Que je réussisse sans toi? Que je prouve que ta vision étroite du bonheur, un mari riche, une vie de paraître n'est pas la seule voie possible? Ma pauvreté t'arrangeait bien, finalement. Elle confirmait tes théories, justifiait ton mépris. Mais ma réussite, une réussite construite sur le travail, le sens, l'aide aux autres, ça, c'est intolérable pour toi, n'est-ce pas? Parce que ça expose le vide de tes propres ambitions. Chaque mot était une flèche atteignant sa cible. Hélène, démasquée, perdit son sang-froid. Mais enfin, qui va te croire? Tu es seule. Regarde. Même ta famille ne te soutient pas. Elle se tourna vers Clara, les yeux implorants et furieux. Clara. Dis-leur. Dis-leur comment elle nous a toujours méprisés, comment elle s'est isolée. Tous les regards convergèrent vers Clara, pétrifiée. Elle semblait sur le point de s'évanouir. Elle regarda sa mère, puis Amélie, dont les yeux ne la jugeaient pas, mais attendaient. Lentement, presque imperceptiblement, Clara secoua la tête. Non, maman, murmura-t-elle, mais sa voix porta dans le silence tendu. Non. Ça suffit. Hélène, abasourdie par cette trahison, se tourna vers son mari. Jean. Toi au moins. Dis quelque chose. Défends ta famille. Jean Dubois, qui s'était fait aussi petit que possible, sembla puiser dans une réserve de courage insoupçonnée. Il se redressa légèrement. Hélène, dit-il d'une voix basse mais ferme. Laisse Amélie tranquille. Ce qu'elle a accompli, elle l'a fait seule. Malgré nous. Laisse-la maintenant. Ce fut le coup de grâce. Hélène resta bouche bée, le visage décomposé par une rage impuissante. Léo s'était rapproché discrètement d'Amélie, une présence solide et rassurante à ses côtés. Amélie reprit le micro une dernière fois, s'adressant moins à sa mère qu'à elle-même, et à l'auditoire redevenu silencieux. J'ai construit ma vie. Avec mes erreurs, mes doutes, mais aussi mes valeurs et mes réussites. Connectage est né de ça. Je crois en ce projet. Et je ne laisserai personne, son regard croisa celui de sa mère, sans haine mais avec une détermination absolue, absolument personne, le détruire par jalousie ou par peur. Le sabotage s'arrête ici. C'est terminé. Elle coupa le micro et descendit du pupitre sous un silence respectueux, bientôt rompu par quelques applaudissements épars, puis plus nourris. Elle avait tenu bon. Elle avait gagné. Mais le prix de cette victoire restait à évaluer. Un an plus tard. Le soleil printanier inondait les nouveaux locaux de « Connectage », un espace lumineux et collaboratif niché au cœur d'un quartier réhabilité. Amélie, debout devant un grand tableau blanc, animait une réunion avec son équipe, une dizaine de jeunes talents passionnés. L'application avait non seulement survécu, mais elle prospérait. Suite à la confrontation publique, plusieurs articles avaient relayé l'histoire, et un autre fonds d'investissement, impressionné par la résilience d'Amélie et la solidité de son projet, avait décidé de la soutenir. Connectage se déployait maintenant dans 3 nouvelles régions. Amélie n'était plus la « petite pauvre » de la famille, elle était une entrepreneure sociale respectée, une force tranquille qui changeait des vies. Sa posture était droite, son regard assuré, mais une douceur persistait dans son sourire. La paix intérieure n'était plus un objectif lointain, c'était son état présent. Qu'en était-il de sa famille?
La rupture avec sa mère avait été inévitable et silencieuse. Après la soirée de confrontation, Hélène s'était murée dans une indignation outragée, refusant tout contact. Amélie avait entendu dire, par Clara, qu'elle continuait de se plaindre de l'ingratitude de ses filles, mais ses paroles n'avaient plus de prise. Amélie avait fait son deuil de la mère qu'elle n'avait jamais eue, et cette acceptation, bien que teintée de tristesse, était libératrice. Elle ne lui souhaitait aucun mal, juste la distance. Avec Clara, les choses étaient différentes. Leur relation se reconstruisait, lentement, prudemment. Elle se voyait pour des cafés tranquilles, loin des drames familiaux. Clara avait commencé à affirmer ses propres choix, refusant un poste prestigieux mais aliénant que sa mère lui destinait, pour se lancer dans une formation en design floral, sa passion secrète. Ce n'est pas facile tous les jours avec maman, avait-elle confié à Amélie lors de leur dernière rencontre, mais je me sens plus moi-même. Grâce à toi, un peu. Tu m'as montré qu'on pouvait choisir sa propre voie. Ce rapprochement timide mais sincère était précieux pour Amélie. Son père, lui, semblait revivre. Libéré de la pression financière, Amélie s'assurait discrètement qu'il ne manque de rien, mais dans le respect de sa dignité, et de la tyrannie domestique d'Hélène, ils vivaient séparément désormais, sans divorce officiel mais avec une paix retrouvée, il s'était remis à la menuiserie, son amour de jeunesse. Il envoyait parfois à Amélie des photos de ses créations, simples et belles. Leurs appels étaient plus légers, plus authentiques. Une guérison lente, imparfaite, mais réelle. Et Léo? Il était là. Pas comme un sauveur providentiel, mais comme un partenaire égal. Leur relation s'était épanouie naturellement, fondée sur une admiration mutuelle, des valeurs partagées et un humour complice. Ils n'avaient pas emménagé ensemble, ne parlaient pas mariage à tout bout de champ. Leur bonheur se nichait dans des moments simples, des randonnées en forêt où ils refaisaient le monde, des soirées tranquilles à cuisiner ensemble dans l'appartement d'Amélie, le soutien indéfectible qu'il lui apportait quand le doute ou la fatigue pointaient. Il était son confident, son amant, son meilleur ami. Ce soir-là, il l'attendait à la sortie du bureau, un sourire chaleureux aux lèvres. « Prête pour notre week-end déconnecté ?» lui demanda-t-il, prenant sa main. Sentir sa paume contre la sienne, solide et familière, était pour Amélie le plus beau des ancrages. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle préparait son sac pour leur escapade, Amélie remarqua une lettre posée sur son bureau, arrivée ce matin-là. L'écriture tremblante était celle d'une personne âgée. Elle l'ouvrit. C'était une lettre de Madame Girard, l'une des premières utilisatrices de « connectage » dans une région rurale isolée. « Chère Amélie, je voulais juste vous dire merci. Avant votre application, mes journées étaient si longues. Mon fils vit loin, mes vieux amis disparaissent. Je me sentais comme une ombre. Grâce à vous, j'ai rencontré Hélène, une jeune bénévole qui vient me voir chaque semaine. On discute, elle m'aide avec cette maudite tablette, on rit beaucoup. L'autre jour, elle m'a aidé à parler en vidéo avec mon petit-fils pour son anniversaire. Voir son visage, c'était le plus beau cadeau. Vous n'avez pas seulement créé une application, mademoiselle. Vous avez rallumé une lumière dans ma vie. Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites n'est pas important. Avec toute ma gratitude, Yvonne Girard. Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Des larmes chaudes, douces, celles de la reconnaissance et du sens trouvé. Elle relut la dernière phrase, « Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites n'est pas important. » C'était ça, sa vraie richesse. Pas les prix, pas la reconnaissance médiatique, mais cette connexion humaine, cette étincelle ravivée dans les yeux d'une Yvonne Girard. Léo entra doucement dans la pièce et la vit, ému. Il s'approcha, lut la lettre par-dessus son épaule et passa un bras réconfortant autour de ses épaules. « C'est pour ça que tu fais tout ça, » murmura-t-il. Amélie hocha la tête, un sourire traversant ses larmes. Elle se tourna vers la fenêtre. La ville scintillait sous les étoiles. Son chemin n'avait pas été facile. Il y aurait d'autres défis, d'autres combats. Mais elle n'était plus la jeune femme blessée, écrasée par le jugement des autres. Elle était Amélie Dubois, créatrice de liens, maîtresse de son destin. Elle avait trouvé sa voie, sa place, son amour. Et dans le reflet de la vitre, elle vit une femme libre, forte, et profondément, incroyablement heureuse.
Son avenir lui appartenait. Et il s'annonçait lumineux.